Katika jamii inayonizunguka kwa kweli hilo ni changamoto kubwa. Si kwamba ni wote wanaonithamini, aidha na familia yangu. Ni wachache wanaonithamini na wasiothamini ndio wengi wa kutunyanyapaa. Kwa mfano, hapa nina watoto wadogo wanaingia popote kwa sababu wale ni watoto hawajui kwamba hapa hamna kuna kitu gani, hapa ni nini, wao wanaenda. Kuna mji anaweza akaenda mtoto akafukuzwa. Hofu yangu naoga nasema labda hata naweza nikaachia hapa, labda hata wakapata sumu kwa sababu tayari wako wanatoka kauli kwamba hawa watu nao wamezidi. Albino hapa wamekuwa wengi, familia moja tu ina watu 7, ina maana hawa wataeneza sana humu albino. People with albinism, because of the lack of melanin, they get sunburn. Sunburn may later develop into cancer. Skin cancer is the biggest threat to lives of people with albinism in Africa. When we see them coming with skin cancers, it's really frustrating because we cannot tell them not to farm because they're depending for that for food. So we have to talk to them to farm, but to be careful with the sun. Kwa kweli nashukuru Mungu, kitu cha kwanza nilijisikia vizuri kwamba kumbe hata sisi nao tunathaminiwa na watu baadhi. Mfano yule mama ni mweusi, ana rangi kama yake, lakini amenithamini, amenishika bila kunyanyapaa. Nilijisikia vizuri sana katika roho yangu. Ouais, extrait poignant, hein, vous l'avez vu, d'un film qui est produit par la Fondation Pierre Fabre, et avec cette phrase qui lance finalement bien notre débat. Je remercie Dieu que nous ayons de l'intérêt aux yeux de quelqu'un. Lalla Aïcha Diakité, vous avez fondé l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali en 2009. Vous êtes soutenu par la Fondation Pierre Fabre depuis 2016. Alors avant de rentrer dans les aspects purement médicaux ou politiques d'ailleurs, on voit bien que la souffrance, en plus de la maladie, c'est une souffrance sociale. Et vous me disiez, l'albinisme est encore vu comme une malédiction, vraiment le mot malédiction, notamment dans le monde rural. Ça veut dire quoi? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je suis Lalla Aïcha Diakité, présidente de l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est une maladie négligée. Je vais essayer de relater le cas du Mali. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas encore exactement le nombre de personnes atteintes d'albinisme au Mali. Nous savons qu'il y a des associations qui ont des membres, mais même là, le nombre est biaisé parce que ce sont les mêmes membres qui tournent entre les différentes associations. Et à l'heure actuelle, selon les zones, on pense que l'albinisme est une malédiction. Nous pouvons le sentir en recevant les familles qui sont le plus souvent rejetées par leur propre, par exemple, les femmes sont rejetées par leur conjoint ou même leur propre famille. Dès qu'un enfant naît, on pense que c'est une malédiction qui s'abat sur la famille. Et on voit que c'est une maladie qui, bien sûr, il y a besoin d'un traitement médical derrière. On l'a vu, il y a des cas de cancer de la peau, mais il y a d'abord besoin d'un traitement social, familial, de prévention. Et vous dites prévention auprès du pays, de la population générale, mais également prévention auprès des professionnels de santé qui ne savent pas toujours la prendre en compte. En fait, oui, la méconnaissance, elle est à plusieurs niveaux. Déjà au niveau familial, même dans le milieu scolaire. Par exemple, un enseignant ne sait pas trop comment se comporter face à un enfant atteint d'albinisme. Et s'il ne sait pas trop comment réagir, il ne saura pas sensibiliser les autres élèves. L'enfant se sent rejeté et la plupart du temps, il abandonne. Dans le milieu de la santé également, ça se ressent. Mais nous, avec la Fondation Pierre Fabre, nous sommes en train de pallier à ce problème grâce, je m'excuse un peu, grâce à des campagnes de sensibilisation et des formations d'agents de santé et de relais dans les différentes régions. Lalla Aïcha Diakité qui est très émue d'être avec nous aujourd'hui dans le programme. Et là, on est dans du médical. La première chose, c'est d'aller faire de la prévention. On doit aller voir les personnels de santé, on doit voir les médecins, on doit aller voir les infirmières, on doit aller dans les villes et pas que dans la capitale. Oui. C'est toute une partie de la politique. Vous dites c'est la base pour faire des choses. Oui.
En mesure de prévention, ce que nous avons, grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre, l'association SIAM dispose d'un local de fabrication de crème solaire que nous distribuons de façon gratuite tous les mois à tous les membres de nos associations, à d'autres membres d'autres associations, à l'hôpital de dermatologie du Mali et même dans plusieurs villes du Mali et également dans les pays avoisinants tels que la Guinée. Et au-delà d'ailleurs de cette aide à la fabrication de crème solaire, quel soutien vous avez également? Qu'est-ce que vous faites comme action concrète? Comme action que nous menons grâce toujours au soutien de la Fondation Pierre Fabre, nous faisons la prise en charge des cancers de la peau. Ils nous financent par rapport aux chirurgies. Nous intervenons dans le domaine de l'éducation en finançant chaque année 25 enfants atteints d'albinisme. Certains ont de très bons résultats. Il y en a une qui vient d'être reçue au brevet. Nous finançons également des activités génératrices de revenus. Et le mois dernier, la Fondation a bien voulu accorder son soutien à une famille qui a une certaine particularité. Une famille d'au moins 10 personnes. Les 2 parents sont atteints d'albinisme. Ils ont 7 enfants, les 4 premiers atteints d'albinisme et les derniers sont des triplés filles qui sont nés au mois de février, qui sont également atteintes. Je reviens sur le thème de notre table ronde qui a la notion de maladie négligée. Vous avez le sentiment, effectivement, d'être sur une maladie négligée au point d'avoir des besoins particuliers, d'abord pour la faire savoir, la médiatiser, pour faire des crèmes solaires. Vous avez le sentiment d'être négligé par rapport à d'autres pathologies? Oui, on peut dire que c'est une maladie négligée. Comme je vous le disais, le nombre n'est pas connu. Il n'y a pas assez de sensibilisation autour de l'albinisme. D'où mes connaissances. On va juste changer un petit peu le micro. Voilà, s'il crachote un peu. Je dirais, j'ai un exemple à donner. Je dirais que c'est une maladie négligée. Prenons seulement le cas du milieu scolaire. Les manuels rédigés ne sont pas adaptés. Il n'y a pas de gros caractères et les élèves atteints d'albinisme ont souvent des difficultés pour lire et c'est la même chose pour les sujets d'examen. J'ai été confrontée à ce problème et c'est quelque chose qui continue toujours. Marc Gentilini, professeur Gentilini, quel est votre regard? Vous avez ce sentiment que là, on a un bel exemple de maladie négligée alors qu'elle touche des parties importantes de la population, les grandes institutions internationales sont plutôt allées sur les grandes pandémies, peut-être plus médiatiques et moins sur des maladies terrain ou propres au Sud? Les grandes épidémies, les pandémies, c'est quelque chose de très important. Et on ne peut pas reprocher, par exemple, à l'Organisation mondiale de la santé de privilégier l'agression contre les grandes épidémies. On peut lui reprocher cependant de le faire à contretemps. Et j'ai gardé le souvenir des prises de position de l'OMS au moment de Mme Margaret Chan en 2009 qui annonçait une grippe internationale, une pandémie grippale apocalyptique, et la moitié de la planète allait pratiquement être touchée et peut-être mourir. Bon, ce n'était pas le cas, heureusement ça n'a pas été le cas. Mais la priorité donnée aux grandes endémies, aux grandes épidémies, c'est très important. Et c'est la politique du Fonds mondial qui regroupe 3 de ces épidémies, le sida, le paludisme et la tuberculose, qui pour une large part dépend du sida. Donc on ne peut pas reprocher, monsieur le député, vous allez peut-être avoir à conseiller le président de la République sur la prise de position à Lyon dans quelques jours pour la reconstitution du Fonds mondial contre ces 3 épidémies. La France donne, je crois, 380 millions par an, d'euros, ce qui est une somme considérable et en fait le 2e contributeur international. On voudrait que nous donnions plus. Il y a des pressions qui s'exercent. Mais si nous donnons plus dans ce domaine, nous donnerons encore moins dans le domaine qui nous rassemble maintenant autour de vous. Et ce sont ces maladies tropicales négligées qui sont rappelées par un certain nombre de gens qui comptent que des maladies comme celles
dont va sans doute nous parler le professeur Dapa Diallo, la drépanocytose devrait marquer davantage l'Organisation mondiale de la santé, de son implication dans ce domaine. On parlera de la drépanocytose dans quelques instants, mais justement, qu'est-ce qui fait que ces fonds mondiaux autour de la santé les négligent? Pas assez médiatisés ou pas assez d'approche terrain de la part des acteurs internationaux? Je disais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces maladies, que ce soit la drépano, l'albinisme ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, soient moins intéressantes, ou en tout cas moins dans la lumière des fonds internationaux? Est-ce que les organisations internationales ne sont pas assez sur le terrain, pas assez présentes auprès des populations? Elles ne sont pas à la mode. Il est certain qu'un grand nombre d'affections qui comptent parmi les maladies tropicales négligées ont été bien combattues. Je pense à toutes les verminoses intestinales qui, maintenant, ont pratiquement disparu. Ça, c'est une victoire. Mais il y a d'autres maladies qui sont des maladies oubliées, alors que, comme la drépanocytose, c'est une maladie emblématique de l'Afrique. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi la drépanocytose n'est pas au premier rang. C'est une maladie qui a la malchance d'être non plus une maladie transmissible, qui jusqu'à présent constituait le gros des troubles contre lesquels on s'attaquait parmi les maladies, qui n'est pas une maladie non transmissible théoriquement. En fait, c'est une maladie transmissible génétiquement. Et elle est à la frontière des deux. Et elle est méconnue, elle est insuffisamment prise en compte. Mais je laisse à Dapa le soin de défendre ce dossier mieux que moi. On va lui passer la parole tout de suite. On va lui passer le micro de professeur Dapa Diallo. Ce même sentiment, on verra tout à l'heure ce que veut dire la drépanocytose aussi en image sur le terrain, mais vous avez le sentiment que c'est une maladie qui est importante, notamment pour l'Afrique, et qui est négligée aujourd'hui de la part des fonds internationaux. Oui, merci d'avoir donné la parole. Je voudrais commencer d'abord par dire que c'est avec une grande émotion que je participe à cette table ronde. Rendre un grand hommage à la mémoire de ce grand homme qui nous a quittés et toute cette équipe qui est restée derrière pour assurer effectivement, efficacement le fonctionnement de cette fondation. La fondation, je la remercie, les responsables, pour avoir invité toute la direction du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et notre ministre de tutelle ici présent. Alors pour répondre à la question, effectivement, déjà les déclarations ont été faites depuis les années 2016 pour dire que la drépanocytose constitue effectivement un problème de santé majeur. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que les financements ne suivent pas du tout. Il n'y a que les ONG, les fondations qui aujourd'hui ont pris en main cette question. Il y a donc un gros problème de prise en charge au niveau mondial. Alors vous parlez de la drépanocytose, là aussi je vous propose de voir en image à quoi ça ressemble, parce que tant qu'on ne l'a pas vu, on ne s'en rend pas compte. La drépanocytose aujourd'hui, ce sont 2% des nouveau-nés dans certaines zones d'Afrique. Et le soutien aux malades atteints de cette pathologie, lui aussi, il est dans les gènes de la Fondation Pierre Fabre depuis de nombreuses années. Et là, on va aller voir les choses également sur le terrain. On part au Burkina Faso cette fois-ci. Première maladie génétique au monde, la drépanocytose touche environ 240 000 enfants qui naissent chaque année en Afrique subsaharienne. Sans prise en charge, on estime que la moitié de ces enfants décédera avant l'âge de 5 ans. Maladie du sang, la drépanocytose provoque des crises vaso-occlusives extrêmement douloureuses, privant d'oxygène et dégradant les organes comme les reins, les yeux ou la rate. S'ajoute à cela une anémie chronique et des risques importants de faire un accident vasculaire cérébral. Là, il fait sa crise vaso-occlusive. Donc, je vais lui prendre une voie veineuse pour passer les antalgiques afin de soulager sa douleur. Depuis qu'il y a eu la formation sur la morphine, ça nous a appris à traiter la douleur facilement, quoi. Je n'ai pas pu dormir une nuit, donc les douleurs étaient très fortes. Et ce matin, on a décidé de venir voir mon docteur. Vivre avec la maladie, vraiment, c'est pas facile. Ça me met beaucoup en retard dans mes études. Je compte venir en aide aux enfants qui souffrent également de cette maladie. On vit toujours dans l'angoisse. Les crises viennent d'un moment à l'autre, donc tout le temps vous êtes stressé. Dès sa naissance, nous avons fait des examens
et on nous a dit qu'elle avait la drépano. Et vite, on est allé aux soins directement pour commencer à traiter. Donc je pense que ça donne le courage à elle et à nous aussi d'affronter les choses. Ça épuise financièrement. Voilà, c'est vraiment socialement où ça pose le problème. Et si toutefois il y a des complications comme l'ostéonécrose qui survient avec une prise en charge au-delà du million, c'est pas évident. Parce que si le drépanocytaire a les moyens, ça va. Mais la plupart n'ont pas les moyens. Il y a de l'espoir parce que j'ai des drépanocytaires qui ont 54 ans. Ce n'est plus le message d'avant où quand on te dépiste drépanocytaire, tu dois vivre 20 ans. Non, le drépanocytaire peut vivre aujourd'hui, au mieux avec sa pathologie. Il peut même faire des enfants, il peut travailler, mais cela suppose quand même un accompagnement. Dapa Diallo, cette maladie, aujourd'hui, on voit le risque de mortalité qui est très fort avant l'âge de 5 ans. Elle tue plus que d'autres maladies comme le paludisme ou le sida. On en est où au niveau des données et des chiffres? Ok. Ce reportage dit beaucoup, effectivement, je pense de façon tout à fait exhaustive. On est certain aujourd'hui que lorsqu'on compte le nombre de naissances drépanocytaires et les décès survenant avant l'âge de 5 ans, très clairement, cette maladie tue plus que le sida et le paludisme. Lara Gologli, pour vous qui représentez l'Organisation mondiale de la santé autour de cette table, merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre quand on voit que des maladies tuent plus que le paludisme, plus que le sida, et sont toujours des maladies négligées ou moins prises en compte par les fonds internationaux. Là, on parle de la drépano, l'albinisme aussi quelque part à son image. On a le sentiment de ne pas être entendu, en tout cas, et de ne pas être pris suffisamment en considération. Merci pour la question. En fait, lors de la fondation de l'OMS en 1948, les premières causes abordées étaient des causes infectieuses de maladies. Parce que, y compris pour les enfants en Afrique, c'était, et ça reste dans plusieurs pays, les causes primordiales de mortalité avant 5 ans. C'est en réussissant à augmenter les vaccins disponibles, les traitements disponibles, qu'on a pu tourner cette courbe vers là-bas et qu'on peut se concentrer sur les maladies non transmissibles. Et c'est vrai qu'il y a une transmissibilité génétique, mais ce n'est pas ça qui est pris en compte normalement pour les maladies infectieusement transmissibles. Donc avec des maladies génétiques qui sont très répandues, ils ne tombent pas dans les critères, malheureusement, des maladies négligées qu'elles sont définis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils atteignent les populations, surtout dans les tropiques, surtout les populations pauvres, et qu'il y a un manque de recherche et qu'il y a un manque de l'accès aux médicaments efficaces. La drépanocytose est trouvée partout, bien, surtout en Afrique, mais il faut qu'on combine ça avec les maladies non transmissibles chez l'enfant. Et on n'essaie pas de s'insérer ça dans un programme où elle ne répond pas aux critères, si vous voulez bien. Que j'arrive à comprendre, est-ce que c'est un problème alors de tuyauterie administrative, quelque part, de savoir où les placer, ces maladies, dans votre agenda, ou est-ce que c'est quand même un problème d'intérêt ou de désintérêt? Mais en fait, c'est le problème de tout programme vertical qui ne veut cibler qu'une maladie. Parce que l'enfant atteint de drépanocytose peut très bien mourir de sida. En fait, il est très exposé parce qu'il doit recevoir beaucoup de transfusions sanguines dans des pays où la sécurité sanguine n'est pas du tout assurée. En fait, vers les systèmes de santé qui fonctionnent pour chaque personne, quoi que soit la maladie qui est présente. C'est ça le but quand même. Et chaque fois qu'on essaie de cibler une maladie à la fois, on arrive dans des problèmes de définition des fonds qui sont gérés juste pour ça, les microscopes qui ne sont que utilisés pour la tuberculose, des détournements en fait de sens. Voilà. Vous dites qu'à l'OMS, vous manquez également de données sur ces maladies, vraiment pour les quantifier et derrière conseiller des gouvernements pour aller plus en avant? On conseille toujours les gouvernements d'augmenter la qualité et la couverture de leurs données pour tout le monde.
parce qu'il faut avoir les dénominateurs fiables pour connaître la population totale, et puis il faut connaître les causes de mortalité parce que ça peut changer très vite. Et si on n'a pas des données qui reviennent au niveau global chaque année, ni le pays, ni le monde donateur sachent vers quoi il faut concentrer ses efforts. Dapa Diallo, est-ce que vous êtes d'accord? On manque de données sur ces maladies et, pour pouvoir véritablement les faire monter, les médiatiser et conseiller les gouvernements? Poser une question. C'est ce qui nous a été rétorqué le plus souvent en tant que praticien. On n'a pas suffisamment de données pour les décisions. Mais je pense qu'il faut revoir la question autrement. Et depuis longtemps, moi, je pense à dire qu'aller faire de grandes études épidémiologiques qui coûtent énormément cher n'ont pas d'intérêt aujourd'hui. Ce qu'on sait, les malades, ils sont là. Ils n'ont pas besoin qu'on connaisse leur nombre, ils ont besoin d'être soignés. Si je prends l'expérience de mon centre qui a été créé grâce effectivement à l'appui de la Fondation Pierre Fabre depuis une dizaine d'années, on se rend compte que effectivement cette maladie a été largement sous-estimée. Aujourd'hui, on a des chiffres. Quand on sait que ce centre a une cohorte de plus de 11 000 malades drépanocytaires, c'est un élément sur lequel il faut s'arrêter pour décider s'il faut des financements aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on considère le nombre de naissances drépanocytaires au Mali, on a à peu près 6 000 naissances drépanocytaires par an. Ce centre, effectivement, qui, on peut le dire, a fait ses preuves, fonctionne et recrute régulièrement, ne recrute qu'à peu près 1 000 nouveaux cas par an. Alors, ça veut dire quoi? Il y a 5 000 naissances drépanocytaires qui nous échappent. Qu'est-ce que ces naissances vont devenir d'ici 5 ans? Ça veut dire que 50% de ces naissances, on va les perdre. Et je crois qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là avant de dire qu'il faut des données générales, reproductives, ainsi de suite. Il y a beaucoup de centres en Afrique aujourd'hui qui ont des données qui sont tout à fait solides pour décider, je crois, des financements, sans qu'on entre dans les grandes études épidémiologiques. Je passe le micro du coup à Laura Konogli. Qu'est-ce que vous répondez au professeur Diallo qui nous dit les données on les a, les centres on les a, on pourrait l'avoir pour l'albinisme aussi, même si on n'a pas de grandes études sur l'albinisme, on a quand même des centres, on a des malades qui y passent, on a des malades qui sont répertoriés, on connaît leurs âges, leur sexe, leur état de santé probablement. Est-ce que ce n'est pas une manière de se protéger pour vous derrière ces données qui manquent? Non, absolument pas. On ne nie pas du tout la nécessité de traiter chaque enfant, de déceler, de faire des dépistages génétiques, de conseiller les parents, etc. Pas du tout. Ce dont je parle, c'est si vous voulez équilibrer les priorités entre différentes maladies, ce n'est que les gouvernements qui puissent le faire par le biais de l'Assemblée mondiale de la santé. Et pour le faire, ça leur aide s'ils ont des données au niveau de la population. Je ne parle pas des études épidémiologiques, je parle juste des données routinières sur la population parce que ça aide les gouvernements à plaidoyer pour les maladies qui affectent leur propre population et pas juste être à la traîne, si vous voulez, derrière les priorités qui ont été dessinées par d'autres pays. Donc, ce n'est pas du tout une question de nier les patients qui voient mon collègue, qui doivent être traités. Dapa Diallo, vous allez plus loin, vous dites non seulement nous les données, on les a, les patients on les connaît, mais on a aussi les médecins aujourd'hui et les chercheurs capables d'avancer parce qu'ils ont la compétence, ils sont sur le terrain, ils savent de quoi ils parlent. Et là aussi, il y a négligence de la recherche quelque part par rapport à d'autres pathologies. La réalité, c'est ça, effectivement. Aujourd'hui, on a des compétences en Afrique concernant cette maladie-là. Des gens qui sont capables de bien soigner, de faire la bonne recherche. À mon avis, il suffit qu'ils soient soutenus effectivement dans ces programmes-là pour qu'on arrive à des résultats les plus concrets devant une maladie que, je rappelle encore, a été déclarée priorité de santé publique au monde. Professeur Gentilini, ces maladies aujourd'hui, on a accentué dans ma présentation en disant que ce sont des maladies
fortement présente dans le sud, pour l'instant, de la planète, mais compte tenu des mouvements migratoires qui sont en train de se passer actuellement et qui vont se développer dans les prochaines années, 2020, 2030, 2040, avec notamment le réchauffement climatique, est-ce que quelque part, ils ne vont pas devenir des maladies aussi du Nord et que là, il ne faudrait pas faire pression également au niveau des institutions internationales pour engager plus de fonds et plus de recherche? C'est très difficile de faire pression sur les organisations internationales, mais enfin, il faut pas se décourager. Dit comme ça. Elles peuvent changer. Je voudrais rappeler, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ma position vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé, c'est à 100% pour l'OMS. C'est une organisation indispensable, profondément respectable, mais qu'il faut constamment titiller, ranimer, raviver, parce qu'elle a une tendance à l'enfermement, et le pays qui l'héberge est un pays qui est certainement ouvert sur la planète, mais qui est un peu fermé sur lui-même. Mais nous pensons que des maladies comme la drépanocytose devraient retenir l'attention davantage. Dapa Diallo l'a dit remarquablement, mais que l'Organisation mondiale de la santé ne s'est pas suffisamment n'a pas suffisamment accaparé cette maladie pour en faire une maladie de résonance internationale. D'où ma question, pour vous qui voulez marquer à la culotte un petit peu l'OMS, on l'a bien compris, est-ce que ces maladies, à terme, ne seront pas des maladies du Nord, compte tenu des mouvements démographiques, et il est plus que temps d'y aller? Elles le sont déjà. La drépanocytose et la maladie génétique, les spécialistes de la drépanocytose qui sont dans cette salle le savent bien, et la maladie génétique la plus importante en France, dans l'Île-de-France et en Provence-Côte d'Azur, à cause de l'immigration africaine et à cause de l'immigration de nos compatriotes antillais. Donc c'est une réalité incontournable et qu'il faut prendre réellement en charge mieux que nous ne le faisons jusqu'à présent. Lara Gologli, pour vous qui avez le dur rôle de défendre l'OMS, en tout cas de le représenter aujourd'hui, cette réaction effectivement sur le fait qu'il faut ranimer en permanence parce que c'est peut-être pas suffisamment pris en compte, donc on est là aussi pour le faire autour de cette table et dans cette fondation, et que c'est déjà une maladie du Nord et que normalement ça devrait aider à pousser au sein de l'OMS. Absolument, mais je ne pense pas qu'il y a une opposition à l'OMS contre la drépanocytose, c'est juste que ça ne tombe pas dans les critères de maladies négligées infectieuses. C'est pas dans la case B5, voilà, alinéa 3, C6. Voilà, il faut trouver le bon département. Le bon département, c'est les maladies, c'est les départements des maladies chez l'enfant où ils peuvent se concentrer maintenant, et ils le font d'ailleurs, sur les maladies chroniques non transmissibles telles la drépanocytose, mais d'autres. Vous pouvez choisir n'importe quelle maladie. C'est toujours possible de dire que l'OMS ne fasse pas assez. Le diabète type 1, l'asthme sévère, le G6PD. Il y a une longue liste de maladies non transmissibles chez l'enfant qui doivent être mieux prises en compte, mieux fondées par les gouvernements. Et ce n'a pas été le cas jusqu'à présent, en partie parce qu'il y a un énorme succès avec les maladies infectieuses. Donc c'est une progression un peu naturelle, si vous voulez. Il y a effectivement les raisons que vous citez. On a vu dans les reportages aussi l'importance de la partie sociétale, prévention, prise en compte des familles, prise en compte des malades dans leur insertion professionnelle. On l'a vu sur l'albinisme, on le voit aussi sur la drépanocytose. Est-ce que c'est pas parce que vous avez aussi peut-être à l'OMS moins de savoir-faire? Il ne s'agit pas de faire du vaccin, du médicament. On voit qu'il y a tout un aspect médico-social qui est crucial autour de ces pathologies. Well, l'OMS ne fait que travailler avec les gouvernements. Donc, chaque gouvernement a plusieurs couches, plusieurs niveaux, si vous voulez, dans un système de santé, y compris les gens qui travaillent dans la communauté. Donc, pour n'importe quelle maladie, toutes ces parties doivent être engagées, si vous voulez. Et au niveau de sensibilisation, d'éducation des parents, des éducations des institutrices dans les écoles, chaque maladie, en fait, importe sur chaque acteur. Et ce n'est qu'en mobilisant toutes les tranches qu'on peut avoir un résultat efficace. Dapa Diallo, vous vouliez réagir. Et moi, je voulais aussi vous poser une question sur le fonds mondial. Vous dites le fonds mondial, on pourrait faire mieux également. Comment ça pourrait se passer pour faire mieux avec le fonds mondial? Alors, bonne question. C'est pour ça que je la pose. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le fonds mondial. Ce que je sais, c'est que il y a une manne financière qui est mobilisée et semble-t-il
cette manne financière pourrait supporter quelque part la prise en charge de la lutte contre ces maladies dites négligées. Et la notion même de maladie négligée, moi, me pose problème aujourd'hui quand on passe au concept de couverture en santé universelle. Qu'est-ce que ça dit, ce concept? C'est toute maladie, toute personne, quel soit son âge, pourvu que la personne ne soit pas pauvre. Donc pour moi, ça pose problème. Et quand on sait qu'il y a des sommes qui sont retournées parfois sur des programmes, on se dit quelle utilisation en faire. Et à mon avis, c'est une réflexion que je lance à ce niveau. Il faudra peut-être voir de ce domaine-là. Moi, je dis en ce qui concerne la drépanocytose, par exemple, 10% de ce fonds, c'est presque rien. Pour nous, c'est beaucoup. Et l'avantage que ça, c'est que ça va permettre à ces fondations, à ces ONG qui nous supportent, de s'orienter vers d'autres perspectives. Et à mon avis, ceci est extrêmement important. On peut continuer la réflexion sur ça. Voilà ce que je voulais dire sur les FOMO. Merci. Lara Gologli, je voudrais vous laisser le mot de la fin sur cette table ronde. L'OMS est engagée dans la prochaine stratégie à défendre les plus vulnérables. On a vu là en tout cas, il y en a d'autres, vous les avez cités, mais on a vu 2 populations vulnérables et bien sûr la maladie encore plus dure sur les plus pauvres quand on a un problème d'accès aux médicaments derrière. Alors comment est-ce qu'on va faire ouvrir la case C6B3 de l'OMS, la réglementation, etc. Puisque vous vous engagez à défendre les plus vulnérables, qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour faire rentrer ces maladies négligées mais qui représentent un pourcentage important de population? Oui, mais voilà, c'est juste comme expliquait professeur Diallo, c'est que c'est les personnes qui sont négligées, pas nécessairement leur maladie, parce qu'ils ne sont pas obligés d'avoir qu'une maladie. Ils peuvent avoir plusieurs. Donc l'OMS travaille en encourageant les gouvernements de faire en sorte que chacun a accès aux soins qu'il leur faut. Et ça, c'est par changer leur système de financement, de regrouper les risques financiers pour le pays et d'obliger un système de couverture universelle pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Parce qu'autrement, c'est toujours un jour où une autre maladie apparaît comme négligée. Parce que la personne, en fait, la communauté est négligée. Voilà. Donc revoir le système d'accès aux soins plutôt que de s'axer sur certaines maladies. Oui, il faut faire les deux en même temps, en fait. Parce que les gens sont malades aujourd'hui. Ils ont besoin de soins aujourd'hui. On peut parler là, c'est 20 ans que le gouvernement change d'avis. Donc il faut faire les deux. Mais au niveau global, si vous voulez, ça, c'est le grand axe. Oui. Et vous dites aussi, il y a une partie qui dépend pour vous, pour bouger notamment à l'OMS, il y a d'autres fonds, mais vous êtes là aujourd'hui, une partie qui dépend des populations sur place. Plus elles font du bruit, plus on médiatise, plus on se bouge, et plus vous sentez que vous serez équipé pour aller convaincre les gouvernements. Absolument, absolument. Encore une fois, si on regarde historiquement les succès de santé publique, il y a toujours une part de la population atteinte qui a aidé, qui a rendu possible ce succès, parce que la société civile, sur leur propre gouvernement, a une pression non notable, tandis que l'OMS essaie de réunir tout le monde et de mettre tout le monde d'accord. Ils sont là à mettre une pression sur leur propre gouvernement. C'est pourquoi les associations des personnes atteintes des maladies en question sont absolument primordiales. Merci beaucoup, Lara Gologli et tous les intervenants de cette table ronde. Je vous propose... On est toujours dans des parties d'échange. Alors, je vous propose de nous prendre 4 ou 5 minutes, si vous voulez, très rapide, pour poser, vous aussi, les questions aux intervenants autour de notre table. Il y a un micro qui va circuler dans cet amphi, dans cet auditorium. Alors, allez-y. Qui commence par la première question? Je vous demanderai de vous lever, puis de la poser rapidement pour qu'on ait des réponses rapides également de votre côté. Voilà, il y a plusieurs doigts qui arrivent. Monsieur ici tout d'abord. Je voudrais vous présenter, de poser la question, puis ensuite monsieur là-bas. Merci Léon Chilolo, je viens de Kinshasa. L'OMS a édité un programme qu'on a appelé Stratégie pour la drépanocytose en 2010 à Malabo. Que faut-il faire pour que les gouvernements s'en approprient? Lara Gologli. C'est bien que vous soyez là aujourd'hui. Vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien pour cet anniversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger l'OMS? Non, pour que les gouvernements s'approprient ces rapports. Ils en font partie. C'est une organisation intergouvernementale, donc c'est leur.
Il faut, je sais, c'est ennuyant, mais des données sont essentielles. Il faut récolter les données au niveau national pour bien pouvoir peser les différentes causes. Les gouvernements ne manquent pas de choix, ils ne manquent pas de possibilités. Il faut choisir. Et quand on a un budget limité, il faut toujours choisir lequel on va payer. Regardez, vous avez fait faire un bond à Dapa Diallo sur sa chaise sans que vous vous en rendiez compte. Quand vous redonnez cette question de données, il dit mais les données, on les a, les données sur ces maladies. On a les données sur un centre, on a une donnée sur une cohorte, on a une donnée sur une population qui arrive aux soins. Mais ce qu'on n'a pas, et ça, parfois, il faut des estimations, les données suffisamment représentatives du pays que pour les gouvernements puissent ne peut plus faire en sorte qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez, si on a les données sur le sida, on n'aurait pas eu une telle réponse au sida si on n'avait pas collecté les données, si on n'a pas fait des estimations là où les données manquaient pour dire autant de gens meurent de sida chaque jour, il faut en faire quelque chose. Alors c'est la même chose pour toutes les autres maladies. Je fais pas. Je sens Dapa Diallo, le professeur Diallo, qui bout à mes côtés. Alors allez-y, je vous laisse le micro. Il faut traiter ces patients aujourd'hui, absolument. C'est pas pour lui empêcher, pour lui mettre dans des études épidémiologiques au lieu de traiter les patients. Les deux choses doivent se poursuivre en même temps. Dapa Diallo. Oh, très bien, elle a bien conclu, effectivement. Moi, je dis, revenons au concept de couverture en santé universelle encore. Dès l'instant qu'on est à ce niveau, moi je parle en tant que praticien, dire qu'il faut hiérarchiser, on se trouve déjà un problème. C'est là où on va continuer dans les concepts de maladies négligées, de maladies et ainsi de suite. Où est le concept de couverture sociale universelle? Oui, rapidement, puis après il y a une autre question là-bas. Parce que même dans le concept de couverture santé universelle, on ne peut pas couvrir tout. On ne peut jamais répondre à tous les besoins de tout le monde. Et donc, il faut, même dans ça, je suis d'accord avec vous. Et là, ça fait du monde quand même. Énormément de monde. Et de plus en plus. De plus en plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aussi mettre un budget sur la prévention. C'est la seule chose. Il y a une autre question, monsieur. Oui, Ibrahima Diagne, je suis du Sénégal. Je m'occupe de prise en charge de la drépanocytose, en particulier chez les enfants. Alors, une des problématiques que moi je perçois, pour laquelle je n'ai pas de réponse, et je n'interviens pas pour défendre l'OMS, mais quelque part, ce sont les gouvernants de nos différents pays qui posent problème. Je pense que quand on a un fonds mondial qui appuie sur la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH, pourquoi ils n'arrivent pas à mobiliser leurs propres ressources pour lutter contre d'autres maladies qu'ils érigent eux-mêmes comme priorité? Que je sache, ce sont les pays africains qui ont mené le plaidoyer pour amener la reconnaissance de la drépanocytose comme problème de santé publique. Pendant ce temps, je pense que l'OMS, ce qu'il aurait pu faire, c'est faire de telle sorte que, en contrepartie des fonds mobilisés dans le Fonds mondial, vous devez produire des résultats sur la lutte contre d'autres priorités qui sont en annexe comme la drépanocytose ou bien l'hémophilie ou bien l'albinisme pour pouvoir bénéficier des fonds pour d'autres maladies. Voilà ce que je voulais faire. C'était à la fois une question et un commentaire. Quelque chose à rajouter, Lara Konogui, puis il y a une dernière intervention là-bas. Oui, c'est les donateurs au Fonds mondial qui décident, si vous voulez, la distribution des fonds. Donc la question revient au même gouvernement. Toute dernière intervention, monsieur. Je suis le professeur Kofi Gustave à Abidjan. Je comprends un peu, je pense que je comprends un peu l'action de l'OMS, parce que l'OMS travaille sur des données rapportées à la population. Et quand on parle de santé publique, il y a certes le problème de la mobilité et de la mortalité qui peut être un facteur qui peut justifier qu'on puisse mobiliser des moyens pour mettre en place dans la lutte contre la maladie. Mais dans le cas, n'est-ce pas, de nos pays africains, ce qui se pose comme problème, c'est l'actualisation des données. Nos données sont obsolètes lorsque les données sont rapportées à l'ensemble de la population. Si on veut parler des cas de maladie, il faut rapporter, n'est-ce pas, il faut tenir compte, n'est-ce pas, des populations transmissibles. On parle des sujets qui sont porteurs du trait, qui sont des sujets vecteurs de la maladie. Donc, il faut qu'on rapporte sur la population générale. Maintenant, la question qui se pose, comment on finance l'actualisation des données?
il faut des partenaires au développement. C'est en cela que vraiment la Fondation Pierre Fabre nous aide aussi également dans ce domaine-là. Et il y a une notion importante, lorsqu'on parle de dépistage néonatal, c'est une manière pour anticiper, n'est-ce pas, pour réduire la morbidité et la mortalité des patients. Donc je pense que, en partie, l'OMS, on peut comprendre l'OMS, mais nous avons besoin de données. C'est quand même une notion importante qu'il faut. On peut comprendre et on peut pousser, effectivement. Quid du paiement aujourd'hui de l'actualisation des données, s'il n'y a pas assez de données, et quid, pourquoi pas, d'un dépistage, par exemple, drépanocytose systématique. On a des dépistages systématiques sur le sida. Pourquoi ne pas y adjoindre un dépistage systématique sur cette maladie ou sur d'autres d'ailleurs? Absolument. Et il ne faut pas faire une maladie à la fois. Il faut faire un dépistage un peu sensé pour la population, pour les maladies qui sont relevantes pour cette population. Et il ne faut pas piquer les gens 10 fois pour le même test de dépistage. Il faut faire un panel de toutes les maladies pertinentes. Mais il faut pouvoir suivre aussi, parce que c'est très bien de faire un diagnostic prénatal, mais il faut pouvoir suivre les familles et suivre les patients atteints par la suite.